Bonjour. Préparer le futur africain afin d'éviter le débat du passé est une émission culturelle, une émission de l'économie, une émission de la technologie, une émission pour que l'Afrique elle-même aille de l'avant par elle-même, par sa capacité de penser et par sa capacité d'agir, tout en s'ouvrant au monde entier, avec la jeunesse, avec les journalistes, bien sûr, et surtout avec les scientifiques. Surtout quand ces scientifiques sont des médecins de la dimension de Moupapa, urgentistes, qui soignent à la fois les Congolais de France, de Belgique, quand ils sont malades, aussi des Sénégalais de France ou d'ailleurs quand ils sont malades. Docteur Moupapa, honorable représentant de la République démocratique du Congo, nous sommes fiers de vous recevoir, Laetitia et moi. Bonjour. Bonjour, monsieur le doyen Camara, et bonjour, madame Laetitia. C'est toujours avec un grand plaisir de vous retrouver sur ces plateaux pour discuter du futur de l'Afrique et pour éviter, bien sûr, les déboires. Ah, il est grand temps, après à peu près 65 ans des indépendances des pays africains. À 65 ans, on est déjà adulte, troisième âge, donc nous ne pouvons pas toujours continuer à nous plaindre et à donner toujours tort aux colonisateurs. Donc, nous devons tourner cette page pour que nous puissions avancer. C'est pourquoi le futur africain est très important. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Maintenant, la première question. Dans votre propre pays, Joseph Kabila, qui a travaillé avec le M23, qui a massacré une bonne partie de la population congolaise et qui est resté longtemps au pouvoir et qui travaille avec Kagame, qu'on le dise ou non, Joseph Kabila travaille avec Kagame. Alors, comme par hasard, et je dirais même par bonheur, c'est la justice congolaise qui condamne Joseph Kabila. C'est une très bonne nouvelle. Que s'est-il passé pour qu'on arrive à condamner à mort un criminel comme Joseph Kabila? Moi, je pense que c'est très important de souligner cela, puisque le Congo subit, comme vous savez très bien, même après plusieurs publications des livres, je vais citer juste les livres de Charles Onana, les rôles qu'a joué Kabila au Congo depuis l'invasion du Congo par l'armée rwandaise. Donc, Kabila est arrivé dans le chapeau de Kabila Désiré, puisqu'il faut faire la part des choses entre Joseph Kabila, qu'on appelle Kabila Kabange, et Laurent Désiré Kabila, donc les pères qu'on appelait Mouzé. Alors, donc, il est arrivé, bien sûr, sous son chapeau, comme les gens disent. Donc, il n'était pas connu par les Congolais, il ne connaissait pas les Congos. Donc voilà, et 3 ans après, il est bombardé président. Mais sauf que avant cela, on l'appelait commandant, et donc il a joué un rôle très important dans le massacre des Tingi-Tingi, et quand il poursuivait les Hutus, soi-disant des génocidaires, vers Kisangani et jusqu'au Congo-Brazzaville. Donc, c'est-à-dire qu'il était dans l'AFDL. AFDL, c'était justement cette alliance de libération pour le Congo, d'après ce qu'ils avaient dénommé, bien sûr. Et quand ils arrivent à Kinshasa, il est bombardé général et en même temps, on lui a donné l'état-major général de forces terrestres. Alors, donc, c'est un militaire. Et s'il est condamné par la haute cour militaire, pour moi, il n'y a pas, donc, il n'y a pas de vengeance là-dedans. Donc, puisque les infractions, du moins les chefs d'accusation, qui ont été, bien sûr, reconnus pour lui, ne relèvent pas de la période, ce que les gens doivent savoir, ne relève pas de la période des 18 ans.
qu'il a dirigé le Congo par une dictature féroce. Alors, donc, c'est après sa présidence. Et là, le statut de notre Constitution lui donne le droit d'être en fait au Sénat. Donc, il est sénateur à vie. Alors, il a participé seulement à une assemblée du Sénat où il a été intronisé, tout ça, comme sénateur à vie. Et depuis, plus rien. Voilà. Donc, il est reconnu, bien sûr, qu'après cette décision ou ces verdicts de la haute cour militaire, qu'il était condamné il y a plusieurs chefs d'accusation et il a été reconnu coupable. Donc, il a beaucoup de sanctions, mais généralement, les verdicts, on prend la haute condamnation. Et c'est cette condamnation à mort qui a été retenue. Mais il y a plusieurs chefs d'accusation et dans tous ces chefs d'accusation, il a été reconnu coupable. Voilà. Mais si on remonte encore plus loin, de 2001 jusqu'en 2018, je vous jure qu'il a participé à l'Holocauste du peuple congolais. Puisque Tshisekedi avait refusé de fouiner dans le passé. Et ils avaient, en sortant, ils avaient créé une loi comme quoi il ne pouvait pas être poursuivable par rapport à tout ce qu'il a fait comme crime pendant l'exercice de son pouvoir. Ça, c'était déjà une aberration aussi. Ouais. Donc, nous ne pouvons pas reconnaître ça. Donc, il y aura, ne soyez pas surpris, s'il n'est pas arrêté maintenant, il sera encore jugé plus tard pour des faits qu'il a commis pendant son pouvoir, pendant son règne. Donc, de 2001 en 2018, puisqu'il y a eu des massacres à Kinshasa, même il y a des fausses communes autour de Kinshasa qui n'ont jamais existé. Voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens condamnent ces verdicts, ils disent qu'ils étaient sévères et tout ça, mais moi je pense que non, il faut arrêter avec l'impunité, puisque je vous dis qu'on est à la 5e guerre donc d'agression. La première guerre d'agression, c'était en 96, donc il y a eu beaucoup de morts. Si vous savez bien, les rapports Mamping parlent de 6 millions de morts seulement en 2003. De 1996 à 2003, on était déjà à 6 millions de morts. Mais imaginez de 2003 jusqu'aujourd'hui en 2025, la guerre continue encore. Et il faut aller voir les films Munganga que les Américains ont tourné là récemment, qui passent encore au niveau des grands écrans en France, pour voir la souffrance de ces femmes congolaises violées matin, midi, soir. Ça, c'est très grave. Et les gens ne peuvent pas prendre ça à la légère. Il faut qu'on commence maintenant à punir les auteurs pour que justice soit faite. Alors, je vous mets tout de suite à l'aise par compassion, par soutien à toutes les victimes de Joseph Kabila et de Kagame. Il est possible qu'une personnalité de votre pays ait le trophée Milan Makeba très prochainement. Parce que cette personnalité va représenter les victimes et dire que l'Union internationale des journalistes africains et le trophée Milan Makeba entendent honorer la mémoire de ces victimes. Maintenant, Joseph Kabila, est-ce que le moment n'est-il pas venu de lui retirer tout ce qu'il a volé? Vous savez que durant d'abord son mandat, il a beaucoup volé le peuple congolais. Il a beaucoup bradé les matières premières de la République démocratique du Congo et il a déposé de l'argent aussi bien en Suisse, un peu partout, y compris dans certaines banques des États-Unis. On peut trouver les traces. Est-ce que le mieux n'est-il pas de commencer par faire revenir tout ce qu'il a volé? Et ça, c'est possible quand même. En disant qu'il est condamné à mort, c'est un voleur. Donc, il faut absolument qu'il restitue l'argent
au peuple congolais pour construire des hôpitaux et construire des routes. Ça, c'est la première question. La deuxième question, avant que notre conseil ne vous pose une autre question, les journalistes, disons, vendus, qui soutiennent le M23, il y en a beaucoup, des journalistes fanfarons, mais vraiment des journalistes qui ne sont des journalistes que de nom, qui touchent de l'argent du M23 et qui font la promotion de Kagame et du M23. Que faut-il dire à l'endroit de ces journalistes? Alors, deux questions. Faire revenir l'argent volé par Joseph Kabila. Deuxième question, les journalistes qui soutiennent M23, quelle doit être leur place? Merci, c'est une question pertinente. En fait, il faut lire, du moins, très bien les verdicts de cette condamnation. Donc, ils ont précisé qu'ils ne vont pas confisquer ces biens, et que, mais il devra normalement payer les dommages. Hein, les dommages causés à la population congolaise et la population du nord et du sud Kivu. Alors, on lui a demandé 30 milliards. C'est déjà pas mal. Ah ouais, donc c'est-à-dire que ça coûte encore plus que les biens qu'il a. Absolument. Donc, c'est les 30 milliards. Bien sûr, on sait qu'il a plus que ça, puisque jusque-là, il avait encore 56 sociétés minières. Il avait des carrés miniers. Et voilà, justement, donc, vraiment, c'est... quand vous voyez ce qui se passe en Afrique, ici, ça ne peut pas se faire qu'un président puisse avoir plus de 56 sociétés pendant l'exercice, alors que c'est un militaire en plus. Chez nous, les militaires ne font pas les commerces, et c'est interdit. Et en plus, un président de la République. Donc, il y a un conflit d'intérêts, et c'est grave tout ça. Mais ça, c'est pas jusque-là, on ne l'a jamais condamné. C'est des crimes économiques. Voilà, donc pour ça, il faut encore qu'il y ait d'autres jugements. S'il n'est pas arrêté, il faut encore continuer à aller juger par rapport à tout ça. Donc, il a 30 milliards et il doit normalement dédommager la République et les victimes. OK? Donc, il faudra qu'ils ne soient pas les seuls, puisqu'il y a plusieurs personnes qui doivent être condamnées comme lui. Donc, ça, voilà, c'est très important. Je sais que Corneille Nangaa a été aussi condamné à mort avec certains responsables de l'AFC et M23. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on continue justement à punir et à juger, même par contumace, hein, tous les acteurs. Alors, donc, il ne faut pas que ça soit simplement personnalisé. Pourquoi la condamnation de Kabila doit faire couler beaucoup d'encre alors que Nangaa a été condamné et les gens n'ont pas trop commenté. Mais puisqu'il y a une jurisprudence, c'est la première fois au Congo qu'un président de la République se retrouve dans les camps des rebelles. Donc, et vous savez qu'il était chef d'état-major adjoint chargé justement de l'armée terrestre, donc de la force terrestre. Et aujourd'hui, M23, c'est l'armée terrestre. Donc c'est lui qui commande, puisqu'il a fait des réunions, des états-majors et tout ça. Donc les gens savent qu'il finance et en même temps, ça a été prouvé, hein, il finance avec ces milliards qu'il a et en même temps, il donne, il est devenu comme c'est lui le chef de cette rébellion. Pourquoi en 1996, il y a eu James Kabarebe. Or, d'après les informations que nous avons, il a des liens de parenté avec James Kabarebe. Donc, et James Kabarebe a été récemment condamné par les Américains. Et ces biens sont gelés. Alors qu'il n'apparaît pas dans la structure de M23. Donc, c'est qu'on a toutes les informations des gens qui commandent dans cette armée, dont Kabila. Voilà. Donc, par rapport aux journalistes, je dirais que Kabila a été condamné aussi pour apologie.
Donc ces journalistes peuvent être poursuivis pour apologie de génocide, puisqu'ils soutiennent des génocidaires. Ces gens sont tués pourquoi? Puisqu'ils sont des Congolais et ils ont construit leur village sur des mines, des coltons. On vient, on viole, on tue pour que ces gens déguerpissent et laissent ces terrains pour l'exploitation des mines. Si vous allez à l'est, donc au nord et au sud Kivu, vous allez trouver des villages fantômes. Il n'y a plus personne. Tout le monde a fui, puisqu'on arrive chez vous, on tue les maris, on demande aux enfants de violer leur mère. Ben, vous voyez, il faut aller suivre ces films, mais c'est grave, c'est atroce, tout ce qui se passe là-bas. Ils ont inventé des femmes, ils ont même enterré des femmes vivantes. Mais ils utilisent les viols comme armes de guerre. Mais qu'est-ce qu'il y a encore de plus grave? Alors que vous savez bien, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le tribunal de Nuremberg. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils n'ont pas été condamnés à mort? Bien sûr. Mais à chaque fois, à chaque fois, on nous demande, à nous les Congolais, de pardonner. Et on pardonne tout le temps. Et c'est la 5e fois que les mêmes personnes viennent et ils tuent. Et après, on nous envoie négocier avec eux. Mais je trouve qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Alors que les Hutus qui ont massacré les Tutsis au Rwanda sont encore poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Et ils n'ont jamais été pardonnés. Et il n'y a jamais eu des dialogues entre Kagame et les Hutus. Et pourquoi ça doit se faire seulement chez nous? Alors, Laetitia va poser quelques questions. Ouais. Merci beaucoup. Donc oui, suite à ce constat-là, donc ces chefs d'accusation est reconnu coupable. Que pensez-vous, enfin quel constat, quelle va être la suite très concrètement? Que pensez-vous que ça va changer pour le Congo, pour la RDC, pour le peuple aussi en question, sachant qu'aujourd'hui on est un peu dans une ère où on observe un regain de justice, même quand ça concerne les hautes éminences comme les présidents. Donc est-ce que, de manière très claire, est-ce que cette situation est vue comme un regain d'espoir pour le peuple congolais? Est-ce que vous pensez réellement que du coup, le fait qu'il soit reconnu coupable, il y aura des actions prises ou est-ce qu'on est encore loin de voir une avancée et un éclairci dans toute cette situation? Bon, Madame Laetitia, c'est une question vraiment pertinente par rapport à la condamnation du cerveau moteur de ces mouvements, puisqu'il est inconcevable qu'un ancien président qui a combattu un mouvement rebelle se retrouve quelques années après dans ces mouvements comme le moteur, comme le cerveau de ces mouvements-là. C'est-à-dire que le peuple congolais a été trahi puisque ce président a normalement le devoir de protéger les pays. Donc c'est le premier conseiller de tous les présidents qui allaient suivre après. Et comment aujourd'hui il peut se retrouver dans le camp des rebelles qu'il a combattu en 2013? Donc c'est inconcevable. Et donc, c'est un grand défi qu'il avait lancé au peuple congolais. Mais la haute cour militaire, ce sont des juges qui ont été bien formés. Ce sont des auditeurs. Ils ont fait les droits et tout ça. C'est des éminents juristes. Alors, moi, je ne vois pas cet esprit de vengeance, puisque cette haute cour militaire est bien représentée. Donc, c'est pas... ils ne sont pas du tribu de Tshisekedi. Non, c'est vraiment un ensemble. Il y a les gens de la province de Mobutu au Équateur. Il y a des juges de Bandundu, du Bas-Congo et un peu de partout. Donc, il n'y a pas cet esprit de vengeance tel que les gens veulent le présenter.
Et pour moi, je dirais que c'est Tshisekedi qui a laissé, qui n'a pas mis un obstacle. Puisque dans des pays africains, parfois, il y a des obstacles du président et tout ça qui influe sur la décision du juge. Mais là, il a laissé les tribunaux aller jusqu'au bout sans intervenir. Mais ils ont dit les droits. Il faut aller voir la loi. Que dit la loi? Et ils l'ont jugé par rapport au texte des lois. Donc, pour moi, c'est très important que cette décision a été rendue publique et c'est verdict qui est sans précédent puisque nous n'avons pas beaucoup d'ex-présidents. C'est le premier ex-président au Congo. Nous avons 5 présidents en 65 ans. Et on n'a jamais vu un ex-président congolais qui se retrouve rebelle et qui tue des gens. Mais du coup, est-ce que vous pensez que cette situation, ce constat, le fait que la justice le reconnaisse coupable de ces différents chefs, va enclencher des actions concrètes, de sorte que les massacres qui ont quand même toujours lieu aujourd'hui, à l'heure où on parle, puissent être arrêtés? Parce que voilà, concrètement, on est en train de dire au peuple et au monde qu'on reconnaît les crimes, on reconnaît le coupable, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement au-delà de ça? Bon, les gens craignent puisqu'il y a des pourparlers, comme toujours. C'est-à-dire à chaque guerre, on vous amène autour d'une table de négociation. Alors qu'il y a eu des crimes contre l'humanité qui ont été commis et tout ça, on met sous les tapis. Et les dirigeants de tous ces mouvements se retrouvent à Kinshasa. Et dans une impunité totale. Et à chaque fois, les corps de ces mouvements restent à l'est. Et il suffit simplement d'un qui se croit être encore lésé, et il va récupérer le même troupe avec l'appui du Rwanda pour revenir. Aujourd'hui, on parlait des FDLR. FDLR, ce sont des anciens génocidaires Hutus. Mais la partie qui est occupée, c'est-à-dire la partie du Kivu, nord-sud Kivu, c'est cette partie où sévissent en fait ces mouvements FDLR. Mais aujourd'hui, c'est occupé par les militaires rwandais et les M23. Et pourquoi ils n'attrapent pas tout le monde, tous ces FDLR, pour les renvoyer au Rwanda? Donc vous voyez que c'est du n'importe quoi, puisque on se cache derrière ces faux mouvements qui n'existent plus aujourd'hui. Il reste juste quelques membres que eux connaissent, ils peuvent les attraper et puis on en termine là, puisqu'il n'y aura plus d'autres militants ou d'autres militaires. Voyez? Donc, c'est-à-dire que la condamnation des Kabila est nécessaire, pour moi, pour arrêter ces cycles. Donc, si on arrive à être sévère et à punir sérieusement tous ces mouvements, il n'y aura pas une 6e guerre. Mais si on répond à leurs revendications, il y aura 6e guerre, 7e, 10e. Voilà, donc c'est pourquoi il faut maîtriser tous ces chefs militaires, rebelles, génocidaires. Il faut les arrêter. Donc pour moi, il faut que le Congo s'arme sérieusement et que l'armée congolaise devienne très forte, bien équipée, bien entraînée, bien payée et bien surtout commandée, puisque la chaîne de commandement est infiltrée. Et c'est comme ça que les militaires congolais ne se battent pas. Et à chaque fois, il n'y a pas un général qui donne l'assaut. Nous sommes toujours dans la défensive. Et à chaque fois on dit cesser les feux, les Congolais laissent. Mais ils sont encerclés. Et les autres, ils prennent 2-3 mois, ils attaquent. Nous n'avons jamais repoussé cette rébellion. Jamais. C'est-à-dire qu'on subit. On subit toujours, puisque l'armée est infiltrée du commandement jusqu'au dernier. Et dernièrement, je vous ai dit que même les chefs d'état-major général
étaient des mèches avec les rebelles. Et même le conseiller militaire du président était aussi des mèches. Vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas une armée. Hein. On dit toujours qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que de mauvais chefs. Mais c'est le président qui est le chef suprême de l'armée qui doit faire de réformes, vraiment, et des nominations, de mise en place, hein, pour chercher des vrais patriotes qui doivent faire la guerre. Puisque là, on laisse, on parle toujours de Ouazalendo, les Ouazalendo, c'est des VDP comme au Burkina Faso, qui ne sont pas des militaires. Mais s'ils arrivent à résister, et en fortiori, une armée est une république quand même. On disait qu'on était, ils avaient 150 000 hommes. Et attendez, devant 6 000 personnes. Est-ce que vraiment il devrait y avoir ces débats? Mais non. C'est-à-dire qu'il y a une complicité interne. Donc il faut neutraliser tous les dirigeants de ces mouvements pour que tout s'arrête. Puisque s'ils acceptent les revendications, 5e revendication, alors que tout a été respecté comme ils avaient demandé. Kabila les avait enrôlés dans l'armée congolaise. C'est pourquoi ils sont là et ils déstabilisent l'armée. Donc là, ils demandent encore d'être réinsérés, réinsertion, brassage et tout mixage. Ils parlaient de ça. Mais si vous mixez les génocidaires avec les militaires réguliers, après ces massacres comme ça s'est passé à Goma. Donc, les rebelles viennent, ils tuent vos militaires et après, vous faites les brassages. Attendez, est-ce que vraiment nos militaires vont accepter cela? Mais s'ils acceptent, c'est qu'ils sont neutralisés de l'intérieur. Et je veux vous raconter encore une histoire. Ce qui s'est passé avec toujours le M23, il y a eu Mamadou Ndala. Mamadou Ndala, c'est un Congolais des pères et des mères sénégalaises. Alors, il était colonel dans l'armée congolaise. Alors, il était chargé justement de repousser les M23. Et c'est lui qui a repoussé les M23 de la ville de Goma qu'ils occupaient jusqu'en Ouganda. Mais curieusement, au lieu d'être décoré par Kabila, il a été tué. Alors vous vous rendez compte? Et ce n'est pas les seuls. Le général Baouma a fait pareil. Le général Mbouza Mabé était aussi tombé comme ça. Donc à chaque fois que tu gagnes les M23, on te tue derrière. Vous voyez? Donc ça justement, c'est pourquoi je vous dis que Kabila était là-dedans en intelligence. Donc il faisait semblant de combattre, mais ce n'est pas vrai. C'était moi je dirais tous les groupes armés qui sont là au nombre de 120 sont encore là. Il y a même des groupes de 100 personnes. Et comment ils ne sont pas neutralisés? Et depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Docteur, vos nouveaux rapports avec les États-Unis d'Amérique devraient vous aider justement à former l'armée congolaise, à résister justement aux assauts de M23. Est-ce que ces rapports, ces nouveaux rapports signés avec notre ami, si je peux appeler ça comme ça, Tshisekedi, sont bénéfiques aujourd'hui pour libérer totalement la République démocratique du Congo des griefs ou des griefs, disons, du M23? Est-ce que les Américains sont avec vous pour former les cadres militaires et autres? Et est-ce que les Américains sont même favorables à l'arrestation rapide de Joseph Kabila? Bon, je dirais, aujourd'hui, il n'y a pas d'assurance pour l'instant, puisque ça n'a pas été encore signé. C'est-à-dire que les Américains n'ont pas signé encore un accord direct bilatéral entre les Congo et les États-Unis. C'est ce que Tshisekedi attendait. Mais comme je vous ai dit dernièrement, on nous a envoyé négocier d'abord avec le Rwanda. Donc les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et du Congo se sont retrouvés à Washington
pour négocier. Voilà. Et pour signer justement cet accord de principe. Mais aujourd'hui, normalement, il était prévu que Félix Tshisekedi et Paul Kagame se retrouvent à Washington. Et les troupes, c'est-à-dire les représentants du Congo, avant Tshisekedi refusait qu'il n'y a pas de dialogue avec ces pantins. Ouais. Mais après, bon, il a accepté quand même d'envoyer de représentants du Congo à Doha pour négocier avec les rebelles. Mais les revendications des rebelles ne sont pas acceptables, puisqu'ils veulent une autonomie du Kivu, là où il y a des minéraux, là où ils sont. Voilà, donc c'est qui peut accepter ça? Hein? Donc, c'est-à-dire que de fait, ils vont balkaniser cette partie. Vous demandez l'autonomie du Kivu. Mais ça veut dire quoi? C'est pas normal. Qui peut accepter ça? Quel est ces pays qui peut accepter de signer avec une rébellion? Donc, pour moi, ce n'est même pas une rébellion, puisque le M23 était défait par le colonel Mamadou Ndala. Il n'avait même plus de gens, puisque tout le monde était éparpillé. Sauf quelques chefs qui étaient restés et qui étaient aussi à Kinshasa. Ils n'ont même pas été arrêtés. Hein? Et ils sont repartis. Et il y avait même un qui était... il y avait un militaire parmi eux, c'est un colonel, je crois, j'oublie le nom, qui était en prison à vie au Congo, normalement. Donc il était condamné à perpétuité. Mais Tshisekedi l'a gracié. Et il est rentré, il est maintenant commandant de la rébellion, de cette pseudo-rébellion. De vous rendez compte, on peut être très gentil, et puis après, on reçoit un coup de couteau dans le dos. Donc c'est pas possible. Comment vous pouvez encore accepter une autonomie de 2 régions, alors que nous avons 26 régions? Pourquoi? Alors, je dis que la société civile doit faire bloc derrière ceux qui ont condamné Joseph Kabila. Que l'opposition, les Faïlou et autres, doivent faire bloc avec ceux qui ont condamné Joseph Kabila. Maintenant, est-ce qu'on peut l'envoyer à la CPI comme on a fait avec d'autres condamnés? Par exemple, le Libérien Charles Taylor, qui avait commis beaucoup de crimes dans son pays et qui est aujourd'hui emprisonné à la CPI. Est-ce que le mieux n'est-il pas, évidemment, il est condamné à mort, au lieu de le tuer, de l'envoyer peut-être à la CPI? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que, comme je vous ai parlé d'un tribunal de Nuremberg. Absolument. Aujourd'hui, la CPI ne juge que plutôt les dirigeants africains. Mais si notre tribunal, notre haute cour militaire, était habilité à juger Kabila, je ne vois pas pourquoi recourir encore à la CPI. Donc, on recourt à la CPI si vous vous sentez incapable de juger un justiciable. Hein. Kabila aujourd'hui n'est plus président de la République. C'est un justiciable comme tout le monde. Donc, il n'avait plus l'immunité parlementaire. Donc, ça a été retiré lors d'un vote au niveau du Sénat. Donc, et pourquoi on n'envoie pas, par exemple, Sarkozy à la CPI? Ça vous fait rigoler. C'est vrai, c'est ça, justement. Donc, pour nous, nous nous sentons capables de juger ces cas chez nous. Donc, voilà. Donc, pour moi, le cas de Kabila ne peut pas être personnalisé. C'est un justiciable comme les autres, bien qu'il a cette casquette d'un ancien président. C'est un ancien président. Donc, il ne faut pas parler de la CPI dans ces cas-là. Hein? Donc, on ne va pas, puisque la CPI, il y a eu un autre qu'on a envoyé à la CPI, j'oublie les noms, c'était encore effectivement dans le M23, Tanganda, justement. Tanganda était là-bas. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Rien, mais c'est un génocidaire. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé?
puisque sans Tangana, ils sont revenus. Voilà, justement. C'est pour vous dire que la CPI ne fait rien hein, et par rapport à tout ça. Donc, ces gens-là, ils sont, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais même pas son sang. Il est à la CPI, il a même confirmé qu'il n'était pas congolais. Attendez, tu viens faire des massacres au Congo pour revendiquer la... Et après, quand tu arrives aussi, à la CPI, tu dis non, je ne suis pas congolais. Il ne sait même pas parler une seule langue. Je suis très content qu'enfin la justice congolaise s'émancipe elle-même et prenne de très bonnes décisions, puisqu'on a envoyé Jean-Pierre Mbemba à la CPI, qui a été blanchi, qui est revenu. Donc, il faut maintenant que la justice congolaise étant totalement maître à bord, juge une fois pour toutes Joseph Kabila. La condamner à mort est une chose, mettre ça en pratique est une autre chose. Est-ce qu'on peut le maintenir indéfiniment en prison au lieu de l'exécuter ou vraiment il faut l'exécuter? C'est ça la question aussi. Oui. Est-ce qu'on l'exécute? Bah, écoutez, pour nous, nous avions le moratoire, en fait. Voilà. C'est-à-dire, on te condamne à mort, mais tu n'es pas exécuté directement. Voilà. Mais ça a été levé en 2024. Ah. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut l'exécuter. C'est possible, comme aux États-Unis. Oui, oui. Que les gens ne soient pas sidérés pour prendre ça. Mais il a encore le droit d'aller de faire appel. Il a les droits. Vous voyez, et qu'il soit réjugé par d'autres militaires de la haute cour. S'il croit que ces jugements ne lui conviennent pas, il a le temps de les faire. Mais pourquoi il ne s'est pas présenté et pourquoi il n'a même pas envoyé les avocats? Voilà. Donc ça, il faut que ça soit pris, du moins en jugement contradictoire entre ces avocats et les ministères. Hein, et le Congo, en fait, représenté par les ministères voilà, donc voilà, donc moi je pense que pour moi, il a le droit d'aller en appel. Et c'est le moment qu'il le fasse. Puisque les gens crient, tout ça, mais non, c'est un justiciable comme tout le monde. Il a encore le droit d'aller en appel. S'il va en appel, il sera toujours reconnu non coupable par rapport du fait d'aller déjà en appel. Voilà, donc ces jugements sera mis de côté et il sera encore rejugé. Vous voyez? Et ça, c'est important de le faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Non, il doit le faire. Mais s'il le fait, il faut qu'il se présente lui-même. Bah, s'il ne vient pas, c'est que quelque part, il se reproche aussi quelque chose. Mais il doit se reprocher beaucoup de choses. Mais bien sûr, je sais que beaucoup de choses. Absolument. Il y a des familles qui attendent que ça. Les familles de Tchebeya, les familles de Matungulu, de Mukendi, de Kapangala, beaucoup d'héros, de victimes qui sont encore là, les familles sont prêtes à se constituer partie civile ou même de porter plainte. Alors, dans tout ça, les lumumbistes, on ne les entend pas. Ceux qui soutiennent réellement le Lumumba ne se font pas entendre ni dans l'un ni dans l'autre sens. Que se passe-t-il? Pourquoi ce silence de la part des lumumbistes? Bon, il faut savoir maintenant qui est lumumbiste et qui ne l'est plus. Puisque, ah oui, j'ai dit ça, puisqu'il y a des gens qui se revendiquent des lumumbistes qui se retrouvent aujourd'hui dans la rébellion. Avec du côté de M23? Ben, bien sûr. Un lumumbiste? Ah ben oui. Ça, c'est grave. Ah ben oui, ça, je vous dis vrai. Il y en a qui sont là-bas. Donc, voilà, pour moi, c'est une grande déception. Et les Mobutistes? Et les Mobutistes, alors? Ceux qui sont restés fidèles à Mobutu. Bon, les Mobutistes, aujourd'hui, c'est par exemple le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso. C'est un Mobutiste, en fait, et qui a travaillé aussi avec Kabila, en même temps avec Tshisekedi. Donc, ils sont toujours là, ils se recyclent. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Puisqu'ils sont encore avec Tshisekedi aujourd'hui. Alors, docteur, nous allons finir sur une note d'espérance. Vous êtes candidat à la prochaine échéance.
vous êtes un urgentiste humaniste reconnu. Vous, en tant que rassembleur et en tant que visionnaire pour ce que j'appelle le nouveau Congo, le grand Congo, comme vous le dites, qu'est-ce que réellement vous pouvez aujourd'hui proposer pour motiver davantage aussi bien la jeunesse congolaise, les femmes congolaises, la diaspora congolaise? Qu'est-ce que vous pouvez concrètement proposer avant l'échéance prochaine où vous serez candidat? Ce que moi je propose en fait, c'est, puisque j'étais au pays en fait, Ouais. donc moi, on m'a posé, les journalistes congolais m'ont posé une question. J'étais dans quel camp? Mhm. Vous voyez? Alors j'avais répondu clairement que je suis du côté de la patrie. OK? Donc aujourd'hui pour moi, c'est la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Et c'est ce que j'ai dit justement au peuple congolais, d'avoir de l'espoir. Puisque même après la pluie, il y a toujours les beaux temps. Mm. Donc les temps de 30 ans, c'est beaucoup. 3 décennies. Et je pense que le temps est venu pour que les Congolais se prennent en charge et puissent tourner la page de cette agression de Paul Kagame et consorts. Puisque Kabila est derrière Paul Kagame. Il s'est caché au Congo pendant longtemps. Et donc, c'est pourquoi je n'irai jamais dans les camps des rebelles. Et donc, pour moi, mon camp, c'est la patrie congolaise. Le Grand Congo, avec ses 120 millions d'habitants. Et aujourd'hui, on est pris en otage par un petit groupe. Mais nous devons, avec un sursaut d'orgueil patriotique, sortir de ces carcans, sortir de ces drames. Et c'est ce que moi je propose. Donc j'ai toujours dit que je propose la 3e voie. Donc le président Tshisekedi laisse les choses se faire correctement en 2028 et qu'il aille se reposer. Et qu'il laisse, si la guerre n'est pas encore finie, qu'il laisse, comme nous en médecine, quand tu prends en charge un malade, et que tu es dépassé tu n'arrives pas à trouver une solution, tu passes la main Un autre médecin. à un autre médecin qui est beaucoup plus expérimenté et qui peut reprendre du moins ces malades et les guérir. Voilà, donc le Congo est malade, il faut trouver un autre docteur, puisque jusque-là, ça ne marche pas. Et toutes les solutions, si les États-Unis ne viennent pas nous secourir, qu'est-ce qu'on va devenir? Au lieu de réformer l'armée, de donner espoir au peuple congolais pour aller anéantir cette pseudo-rébellion. Donc pour moi, il y a de l'espoir, mais il faut changer d'acteur politique. Et c'est pourquoi je me prépare et que pour justement succéder à Félix Tshisekedi, pour que j'apporte la solution. La solution est facile en fait. La solution est très facile. Mais c'est une solution politique. Donc, il faut changer les acteurs, puisqu'on fait du surplace avec les mêmes personnes. Puisque là, Kabila est allé chercher des armes, il va venir, s'il prend le pouvoir par la force, il va encore faire encore 20 ans, 30 ans. Et qu'est-ce que nous allons devenir? Alors, avant de conclure, donc, c'est pas normal. le conseil va poser une dernière question. Non, je pense que là, vraiment, tout a été dit. Peut-être la dernière question, c'est quelles seraient les 3 premières actions que vous comptez mettre en route ou en place si aux prochaines élections vous êtes élu? Oui, c'est une question que vous me posez souvent, ça c'est vrai. Je n'oublie pas les réponses, c'est toujours les mêmes réponses. Vous savez, nous, au Congo, notre devise, donc nous avons 3 éléments dans notre devise. Et ces éléments sont très importants. Et donc la première chose, au Congo, nous avons besoin de la paix. Mobutu avait instauré une paix.
Mais il y a eu tout le monde et après l'indépendance, il y a eu vraiment des désordres. Et Mobutu s'est battu et il y a eu beaucoup de mercenaires au Congo. Même les Bob Denard étaient là, même les gens Scram. Donc on est passé par plusieurs étapes. Mais Mobutu avait rassemblé les peuples congolais et malgré sa dictature, on était vraiment unis. Et cette unité, on les devait à Mobutu. Mais il a commis beaucoup d'erreurs sur le plan économique et même un peu des dictatures, je ne dirais pas un peu, mais il a vraiment tenu le pays des mains des maîtres. Et cette aventure, si Mobutu était encore vivant, l'aventure de Kagame n'allait pas perdurer. Puisque nous avions 2 bataillons formés par les Français, des parachutistes, qui sont juste en face de l'aéroport d'Ndjili. 2 bataillons seulement neutralisaient l'armée rwandaise. Ouais, de 90 jusqu'à 94. 2 bataillons seulement. Donc, je vous dis que la solution est facile. Puisque jusque-là, les militaires congolais ne se battent pas. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est d'abord la paix, très important. Puisque avant de faire des business, il faut un climat d'affaires. S'il n'y a pas de climat d'affaires, vous ne pouvez pas faire ça. Voilà. Donc, deuxièmement, je l'avais dit aussi, c'est la justice. Aujourd'hui, on critique les juges qui ont rendu un verdict qui est conformément au texte des lois et même des règlements militaires. Ils ont rendu, ils ont dit les droits. Mais les gens les critiquent. C'est anormal. Il faut que la justice passe. Et si la justice passe, après maintenant, nous allons remettre les gens au travail. Et remettre les gens au travail, c'est-à-dire récupérer même les enfants de la rue, récupérer ce qu'on appelle les enfants qui sont dans la rue et les enfants qu'on appelle les Kuluna, voilà les termes, donc qui agressent les gens avec des machettes et tout ça dans la ville, et même la nuit. Donc tout ça, il faut les récupérer. Donc, et assainir d'abord l'environnement, et ensuite, maintenant, on peut aller vers le développement, créer la richesse, c'est-à-dire donner à manger à la population, l'électricité, l'eau potable, l'éducation passe par la formation et remettre les Congolais au travail. Et pour le faire, c'est très facile, puisqu'aujourd'hui, le pays est en guerre. Il suffit d'enrôler tous les jeunes dans l'armée pour une formation civique déjà, puisque c'est fait ici à côté, en Suisse, et même ici en France. Les gens faisaient 2 ans de formation. Et avec cette éducation civique, tous les enfants autour de 18 ans, ils passaient 2 ans pour une éducation civique. Et quelqu'un qui est formé comme un militaire ne va pas prendre des machettes pour couper des gens dans la rue. Vous voyez? Donc il faut récupérer ces jeunes qui sont doublement punis. Ils sont des générations sacrifiées. Les parents ne sont pas payés, ils travaillent. Il y a même des gens qui sont au Congo pendant 2 ans, 24 mois, ils sont impayés. Comment vous pouvez vivre? Donc, vous voyez? Donc, c'est pour moi la première chose, comme je vous l'ai dit dernièrement, c'est d'abord une paix durable. Donc, sans la paix, vous ne pouvez rien faire. Pour mettre en pratique le programme que j'ai un programme que j'ai écrit, j'ai publié dans un livre. Donc, je ne vais pas comme ça citer des choses, non? C'est-à-dire que je connais, j'ai les canevas, je sais comment remettre les Congolais au travail. C'est très simple. Si vous enrôlez déjà tous les enfants, tous les jeunes Congolais à partir de 18 ans, jusqu'à même 45 ans, dites-moi, est-ce qu'il y aura encore le chômage? Très bien, docteur. Alors, cette émission se termine sur une note de grande espérance. C'est qu'en 2028, le docteur Mopapa sera candidat. Nous l'inviterons d'ici là pour parler une fois de plus de sa vision pour le Grand Congo. Nous le remercions
tout le temps d'être là en tant que vrai patriote, incapable de se laisser corrompre, parce que ce soit Joseph Kabila et beaucoup d'autres, ils auraient aimé le corrompre et le mettre dans leur poche. Le résistant Dr Moupapa Kibadi n'a jamais accepté d'être corruptible. Comme disent les uns et les autres, s'il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs. Eh bien, les corrupteurs ne sont pas arrivés à corrompre Dr Moupapa. Donc, nous vous remercions d'être venus et nous serons là pour médiatiser votre idée, vos projets et naturellement le changement en question. Donc, nous disons vive la République démocratique du Congo, à bas les criminels, y compris ceux qui soutiennent par la mauvaise presse Joseph Kabila. Nous leur disons d'arrêter de soutenir les diables. Les diables auront tort en République démocratique du Congo. L'œuvre des diables, on va y mettre fin assez rapidement. Merci, docteur Moupapa. Merci et à beaucoup. très vite. Merci beaucoup, messieurs les doyens Lancinet Camara. C'est toujours avec un grand plaisir et j'y reviendrai très prochainement. Mais je dirais que à la fin, c'est que le peuple gagne toujours.